Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manati, la chaîne du bien-être et de la détente. Prenez le temps de vous installer tranquillement dans un endroit calme où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé. Accordez-vous ce moment tout simple de détente et de sérénité. Le simple fait de vous accorder du temps pour vous, de déposer tous les bagages de la journée, vous procure une sensation de bien-être. Votre corps vous remercie. Sentez votre corps se poser, se reposer, se déposer sur le support et petit à petit, tout doucement, sans que vous vous en aperceviez tout de suite, se détendre de plus en plus profondément avec volupté et bonheur. Remerciez-vous. Remerciez-vous pour cette journée. Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez présent pour lui. Laissez votre respiration prendre toute sa place. En inspirant profondément et en expirant longuement plusieurs fois. Puis laissez votre respiration redevenir naturelle. Ne changez rien. Vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est écouter ma voix. Laissez-vous aller douillettement en écoutant cette belle histoire, Isée et la devinette du vent. On racontait au village de Claire-Norrois qu'au soir où les ajoncs luisaient comme des chandelles, la lande mystérieuse se roulait en grand animal de brume et rêvait tout haut. Les adultes riaient de ces légendes, mais Isée savait qu'elles avaient des racines dans le vent. On disait aussi qu'elle était différente. Elle n'aimait pas marcher en rang, ni plier ses pensées dans la forme des paniers. Elle écoutait, pas seulement les mots, mais les silences entre les mots. Elle avait des yeux couleur d'orage clair et des cheveux noirs qui se faisaient des vagues dans le souffle marin. On la surnommait la fille aux oreilles d'aube parce que dès la première lueur, on entendait très loin comme si la journée lui parlait en premier. La maison d'Isée sentait la laine mouillée et la soupe aux fenouilles. Sa grand-mère, Méline, tira sur une mèche de laine et s'arrêta, son regard plein de choses anciennes. « Tu as des oreilles d'aube, ma petite, et des pas de brise. Ce n'est pas un défaut, c'est un don, garde-le. » Il y avait une tradition à Claire-Norrois, vieille comme les pierres levées. À l'équinoxe de printemps, la lande d'écume posait une devinette. On disait que la lande n'était qu'un champ de bruyère. Elle avait une mémoire et un seuil, un cœur de tourbe battant au secret. À qui répondait juste, elle accordait un passage, un éclat de chance, une eau claire pour les pluies, une graine rare ou un chemin révélé. Mais pour rejoindre la pierre de la devinette, il fallait oser traverser la lande, sans se laisser tromper par ses mirages. Certains enfants s'entraînaient des semaines à tourner leurs pensées comme des toupies, cherchant des astuces. Isée, elle, s'asseyait sur la dune, les pieds nus dans le sable, et laissait le vent lui raconter les rides de la mer. Elle n'espérait pas gagner quelque chose de grand. Elle rêvait surtout de prouver que sa manière à elle d'entendre le monde pouvait compter. Au village, la nouvelle courant qu'Isée se préparait pour l'équinoxe fit cligner des yeux
Un voisin, à l'air bravache, posa sa cruche et lança: La devinette de l'équinoxe n'est pas un jeu d'enfant. On dort mal, on revient bredouille, parfois on revient en riant tout seul. Isée sourit avec une douceur qui n'avait rien de fragile. Je n'ai pas peur d'être la seule à écouter comme j'écoute. Son ami Milo, qui savait rigoler un trapéziste sur les clôtures, se gratta la nuque. Tu vas vraiment y aller? Tout là-bas? Et si la lande t'embrouille les idées? Elle leva les yeux vers le ciel où un goéland découpait le bleu. Oui, je reviendrai avec une réponse. Ou mieux, je reviendrai avec une question plus claire. Ce soir-là, Méline posa sur la table une vieille écharpe de pêcheur. Elle la déplia. À l'intérieur, pas d'objet, seulement une odeur de sel et une douceur de promesse. Quand j'étais petite, mon père allumait la veilleuse du quai pour que les marins reconnaissent la gorge du port. Je n'ai pas de veilleuse de quai à te donner, dit-elle, mais je te confie une promesse. Ramène un signe d'espérance à ceux qui doutent, même une bribe de lumière. Tu promets? Isée hocha la tête. Ce mot promesse avait des boutons de nacre. Elle le glissa contre son cœur comme un talisman invisible. Elle se coucha tôt, mais mit longtemps à s'endormir. Dans ses rêves, la lande soufflait sur un feu de brindilles et riait sans bruit. La nuit, un vol de pluie argentée dessinait une courbe pâle au-dessus des toits, pareille à une phrase inachevée. Le matin de l'équinoxe, l'air était si clair qu'on distinguait la limite des vagues, comme une écriture. Isée partit avec un sac léger, une gourde, un morceau de pain aux algues, un galet percé, cadeau de Milo, et une petite flûte taillée dans un sureau. Elle passa le liseré de sable où le village s'achevait et où la lande commençait, cette frontière qui n'avait aucun panneau et où l'on se sentait soudain regardé par les herbes. Elle entra dans la lande d'écume et ce fut comme si on ouvrait une porte sur une pièce, tenue longtemps au frais, emplie d'odeurs d'abeilles et de menthe sauvage. La bruyère faisait un tapis de constellations minuscules et les blocs de granit posés là par des êtres géants avaient des profils d'anciens rois. Le premier pas dans la lande résonna tout bas, comme une goutte tombant dans un puits. L'air avait une densité à lui. Il vous mettait la main sur l'épaule sans brusquerie. Isée connaissait assez la mer pour deviner, dans ce gonflement discret qui animait la bruyère, le souffle des marées. La lande d'écume, disait-on, montait et descendait avec la mer, comme si une immense poitrine de mousse respirait. « Bonjour, lande, dit Isée à mi-voix, par politesse. Je viens écouter ta devinette. » Un petit gravelot au ventre blanc apparut entre deux touffes d'ajoncs, comme un point-virgule animé. Il pencha la tête d'un air si sérieux qu'Isée eut envie de rire. « Marche au rythme des ajoncs, piailla-t-il, sinon tes pas s'en mêleront, et ne cours pas après les lumières qui jouent trop. » Isée inclina la tête en signe de remerciement, puis se mit à avancer, en épousant la lenteur joyeuse du paysage. La bruyère frottait le bord de sa jupe, en bruissant de syllabes minuscules. Par endroits, des flaques s'étalaient noires comme des yeux constellés de pollen. Un merle chantait des perles. Les nuages glissaient, cavalerie silencieuse. Au détour d'un rocher, elle aperçut une lumière qui ne ressemblait ni au soleil, ni à la lueur des plages. Une petite flamme bleue, logée dans un coquillage posé sur un piquet de bois, battait comme un cœur. La flamme se renforçait quand une vague au loin gonflait et palpitait plus doucement quand la mer se retirait. Isée eut un frisson d'émerveillement. C'était une veilleuse des marées.
On en parlait dans les contes de Méline, de minuscules lanternes gardiennes, alimentées par la respiration de l'océan, allumées par des algues qui brillent dans la nuit. Elle y vit un signe discret, comme si la lampe lui disait « Je suis là et je veille ». Elle s'assit près de la veilleuse pour la regarder vivre. Des bulles remontaient de la tourbe, éclataient sans bruit. Un souffle léger, venu de nulle part, fit vibrer un brin d'herbe contre sa joue. Et ce fut comme une caresse. En levant les yeux, Isée distingua un oiseau au plumage gris-perle qui tournoyait au-dessus d'elle, un courlis. Il planait avec une élégance de voile. Une touffe à joncs saisit sa manche, et n'y lâcha qu'une fois qu'elle eut remarqué coincé dans les épines un objet scintillant. Ce n'était pas une goutte de pluie, ni un mica, ni une coquille. C'était une plume d'argent, fine, si fine qu'on voyait presque à travers, mais solide, avec un air limpide comme une rigole de lune. Elle n'avait pris aucune rouille, malgré l'air salé. Isée la libéra doucement. « Qui as-tu perdu, toi, pour laisser derrière toi une plume si belle ?» demanda-t-elle à l'oiseau, sans attendre vraiment de réponse. Le courlis piqua une fois comme pour dire « Tu as compris ?» La plume n'était pas froide, elle était tiède, vivante, et un frôlement délicat courait dans les doigts d'Isée. Elle eut l'impression très nette qu'on lui glissait un outil dans la main. Un outil pour écrire le vent, pour dessiner sur les choses qui bougent. Elle glissa la plume d'argent dans sa tresse pour la garder. En se levant, elle vit un peu plus loin une pierre plate couverte de lichen qui formait des lettres presque lisibles. On disait que la lande cachait ses phrases dans les mousses et que, pour qui savait déchiffrer un livre entier, se déroulait sous les pas. Isée marcha, et la veilleuse des marées lui tint le dos, comme une petite étoile tutélaire. Un voile gris traversa soudain le ciel. La brise changea d'angle, comme une main qui tourne la page. La lande, qui jusqu'ici ronronnait doucement, sembla retenir son souffle. Un murmure arriva par vagues, sans lèvres, sans bouche. C'était la voix de la lande. Peut-être la façon que la lande avait de rassembler toutes les petites voix. Petite qui écoute, entends-moi, chuchota ce murmure. La route est simple si tu la laisses l'être. Ne prends pas les chemins trop nets. Ils appartiennent aux pieds pressés, pas aux pensées longues. Isée hocha la tête. Merci, dit-elle à la lande, comme remercie une personne. Puis elle suivit un chemin qui n'en était pas un. Une coulée légère dans la bruyère, une nuance d'ombre. Elle marcha ainsi longtemps. Mais l'ennui ne vint pas. Son esprit était occupé à regarder et son cœur à garder la promesse de ramener un signe d'espérance. Les veaux marins au loin posés sur un banc de sable tournaient leurs yeux ronds vers l'intérieur des terres, comme s'ils attendaient une bonne nouvelle venue des bruyères. La coulée d'ombre la conduisit vers un petit amphithéâtre de pierre. Au centre, une dalle noire, veinée de gris, brillait comme si elle avait été polie par un usage très ancien. Autour d'elle, des menhirs maigres, hauts comme des adultes, penchaient légèrement, chacun marqué d'une rainure verticale qui les faisait ressembler à des yeux. Là, la lande parlait plus fort, pas pour effrayer, plutôt comme si elle s'adressait à quelqu'un qui venait de loin. Au-dessus de la dalle, juste là où le regard monte naturellement, se tenait une silhouette. Ce n'était pas un être de chair, mais un gardien de pierre, sculpté à même un roc. Un bélier, à la toison de lichen, aux cornes enroulées de fougères pétrifiées, aux yeux incrustés d'obsidienne. Il avait l'air d'un rêve de berger devenu montagne. Quand Isée s'approcha, une vibration légère courut dans l'air, et une voix grave, pierreuse, sans être dure, traversa la clairière. Qui vient troubler la sieste des menhirs ? Isée s'inclina
car elle avait appris, en vivant près du vent, que la politesse ouvre les passages. « C'est moi, Isée, de Claire-Norrois. Je viens pour entendre la devinette et y répondre. » Le bélier de Pierre abaissa un peu le museau, comme pour la sentir. « Selon l'usage, je devrais t'éprouver, ni pour te punir, ni pour te piéger, mais pour vérifier ta fermeté de ta lumière. Tu as du temps sous les pieds? La marée est encore basse. Assieds-toi. » Isée obéit, posant la plume d'argent sur ses genoux. La voix reprit, avec cette lenteur sûre qu'ont ceux qui durent depuis toujours. Les enfants viennent beaucoup. Certains veulent briller, d'autres veulent prouver. Quelques-uns veulent comprendre. Toi, que veux-tu? Elle chercha où ranger ses mots pour ne pas les froisser. Je veux que ma différence serve, que la façon dont j'écoute devienne une corde qui relie. Il y eut un silence qui ressemblait à un sourire. Puis la voix du gardien se fit plus basse, comme une basse continue. Alors, écoute, Isée, voici la devinette. Le bélier écarta les lèvres de Pierre et la devinette, au lieu de jaillir, s'étira comme une écharpe. Mais au premier vers, un drôle d'événement se produisit. Le gardien, qui tenait depuis des siècles l'habitude d'être éveillé au moment clé, cligna de ses yeux d'obsidienne, bâilla de tout son museau et s'endormit. Doucement, sans fracas, sa tête se posa contre sa toison de lichen. Un souffle régulier monta, fit danser un fil d'herbe. Le monde, un instant, se renversa. Ce qui devait être surveillé n'était plus surveillé. Le gardien n'était plus gardien. Il devenait gardé. Isée sentit cette inversion comme on sent un courant changer de cours. Un enfant pressé aurait peut-être profité du sommeil, un autre aurait crié à l'injustice. Mais Isée avait un grand respect pour les siestes. Elle se leva, au contraire, et posa sa main sur la pierre tiède. « Reposez-vous, gardien, murmura-t-elle. Je ne vous volerai pas votre veille. Je veillerai pour vous. » Elle s'installa à côté du bélier. La plume d'argent vibrait contre sa paume, comme si elle avait envie d'écrire une musique. Isée regarda la dalle noire, les menhirs maigres, les lichens qui dessinaient des constellations. Tout lui parlait sans faire de phrase. Elle sut, avec la certitude de ceux qui ne trichent pas, que le vrai défi n'était pas de profiter du sommeil du gardien, mais de comprendre la devinette, si elle n'était plus dissible en ce moment. La bruyère remua. Un lézard aux écailles de mica se hissa, fit une révérence solaire et fila. Une libellule passa, effilée, bleue d'encre. L'air vibrait avec une promesse. Isée ferma les yeux, fit taire la tentation de se presser. Elle prêta attention au bruit. Un grésillement de pollen, le frottement d'une aile, la respiration du bélier, le lointain clapot des vagues. Son oreille d'aube déroula chaque son, les posa, les relia. Elle pensa à la veilleuse des marées, à sa flamme qui grossissait et diminuait avec la mer, comme si un souffle la nourrissait. Elle se rappela les histoires de Méline. Dans certaines, la devinette n'était pas une phrase, mais un dessin dans le sable, un regard, un accord. Peut-être que le gardien, en s'endormant, avait changé la forme de l'épreuve. Peut-être que la réponse ne devait pas sortir d'une bouche, mais des doigts. Elle releva la plume d'argent. Elle la sentit vibrer plus fort, comme un fil captant un courant invisible. Le silence était plein de petits signes, et Isée sentit qu'ils commençaient à s'assembler en quelque chose de presque prononçable, comme la dernière image d'une énigme
qui s'alignent. Je veillerai jusqu'à ce que vous vous réveilliez. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous verrez que je n'ai pas eu peur de l'attente, dit-elle, plus pour se donner du courage que pour faire un discours. Le bruit de sa voix s'accrocha aux pierres et retomba en un chuchotement souple. La lande contente plia un peu la lumière et un rayon blanc vint illuminer la plume d'argent posée sur ses doigts. Le bélier dormait. La lande s'était tirée dans une écoute tenue. Isée s'approcha de la dalle noire. Elle eut d'un coup l'idée de la musique. Si la devinette ne pouvait pas se dire, elle pouvait se souffler. Elle prit sa petite flûte, souffla une note, puis deux, puis trois. La première était basse comme la tourbe humide, la seconde claire comme le ciel neuf, la troisième changeante comme l'eau qui joue. Le vent entra dans la flûte et le son qu'il donna avait étrangement la forme d'une phrase. « Écoute-moi, petite oreille », faisait cette phrase. « Je viens sans pas, et pourtant je fais voyager des barques. Je touche toutes les choses, et personne ne me voit. Je ne mange pas, et pourtant je gonfle les ventres des voiles. Je ne parle pas, mais je prête une voix aux portes et aux pins. Je marche sur l'eau sans me mouiller, et j'écris des dunes sans crayon. Qui suis-je » Isée comprit alors que la devinette avait glissé dans la musique comme un oiseau dans l'air. Elle reposa la flûte, des images s'étaient attachées à la question, des voiles qui claquent, des blés qui ondulent, une bougie qu'un souffle éteint, des nuages en troupeau. Elle pensa à ses promenades, à la manière dont le vent lui disait « bonjour » avec une graine de géranium, à ses discussions avec les sifflements des portes, au rire de la lande quand passait une rafale. Elle sentit l'évidence monter comme une marée. « Je connais la réponse, dit-elle, la voix tremblante un peu, non de peur, mais de cette émotion qui vient quand on rejoint quelque chose de vrai. » Elle tira de sa tresse la plume d'argent. Elle pensa d'abord à parler, mais les histoires de Méline reviennent, insistantes. Il fallait parfois écrire sur le vivant pour que le vivant réponde. Écrire sur l'eau, sur le vent lui-même. La plume, juste au-dessus de la dalle, laissa un sillon lumineux dans l'air, un fil d'argent qui s'effaçait lentement, comme une trace de luciole. Isée écrivit avec lenteur pour ne pas casser le fil de la pensée. Elle écrivit un seul mot, long, dans ses doigts, simple dans sa bouche. Vent. Le mot resta suspendu une seconde, puis glissa sur la dalle, y entra comme une goutte d'eau dans de l'argile. La lande fit un bruit discret de satisfaction, un petit « ah » presque joyeux. Isée se tourna vers la bruyère. Elle ondulait d'une manière reconnaissante. Elle regarda la veilleuse des marées, au loin. Sa femme le plia, se redressa, comme si elle saluait. La dalle noire vibra. Un dessin s'illumina dans sa matière, délicat, comme un filigrane. Un chemin, qui n'était pas un trait, mais une succession de petites empreintes, presque des respirations. Elle menait vers le nord, là où un bras de mer entrait dans la lande, en l'appelant par son nom secret. Un chuchotis sourit, celui de la lande, puis une voix ancienne, plus vieille que le ciel. « Tu as trouvé, Isée. Tu as nommé ce qui ne se laisse pas attraper, et tu l'as écrit sans l'emprisonner. Le vent aime les enfants qui ne le clouent pas. Va, le passage est ouvert, et la promesse que tu portes a déjà grandi dans tes pas. » Elle baissa la plume, qui brillait d'un éclat plus doux. « Merci, dit-elle seulement, parce que les grands mots auraient fait du bruit de trop. » Le bélier dormait toujours. La lande d'écume s'était mise à briller d'un peu plus près, comme s'il retirait un voile, non pour éblouir, mais pour réchauffer.
Isée sentit une force tranquille se glisser dans ses jambes. Elle suivit le chemin de respiration sur la dalle noire, qui se prolongeait, invisible, à travers les ajoncs. Là où les autres auraient vu un tapis uniforme, elle voyait maintenant un dessin, une couture fine. Elle marcha, et chaque pas semblait confirmer la réponse donnée. Le vent, complice, content, lui caressait la nuque. Elle pensa à Méline et à sa promesse, le mot « espérance », qu'elle tenait depuis le départ, se gonfla un peu, plus léger que l'air, plus stable que la pierre. Peut-être était-ce cela la récompense, un message plus limpide, une route plus fine, une assurance que même fine, elle ne se casse pas. La couture de pas l'amena jusqu'à un creux de brume où l'herbe avait la couleur du thé. Là, la lande s'ouvrit sur un petit puits, bordé de pierres moussues, qui vibra d'une joie claire en voyant Isée s'approcher. De sa gorge remontait une eau transparente, d'une fraîcheur telle qu'on aurait voulu y tremper les graines de tous les jardins. On disait que ce puits n'apparaissait que lorsque la devinette avait reçu son mot juste. Isée s'accroupit et de sa gourde prit un peu d'eau. Elle en but. C'était comme boire un matin entier. La langue en resta neuve, le cœur lavé de poussière. Un grondement très léger qui n'était pas menaçant mais solennel roula sur la lande. Isée comprit que la mer changeait de sens, que la marée remontait. Les pierres au loin s'humidifièrent d'un sourire. Elle remplit sa gourde. La promesse de Méline demandait un signe d'espérance, et cette eau claire en était une, plus précieuse que 1000 rubans. Le vent se coucha un instant, comme pour l'aider. Un bruit d'obsidienne frottée attira son attention. De retour, près de la dalle noire, elle vit le bélier qui remuait les oreilles comme de feuilles. Il ronfla une dernière fois et ouvrit enfin ses yeux de pierre. Ils étaient plus profonds qu'avant, comme si le sommeil les avait lavés d'un brouillard millénaire. « Ai-je dormi longtemps ?» demanda-t-il un peu confus, comme quelqu'un qui s'est trompé d'heure. Isée sourit, sa main posée bien à plat sur la dalle pour saluer le lieu. « Oui, mais je t'ai gardé. Tu m'as laissé la garde, alors j'ai veillé pour toi. » Le bélier inclina la tête et un rire grave roula dans sa poitrine minérale. « Tu as répondu sans moi, et pourtant avec moi. Tu as donné au vent ce qu'il mérite, un mot qui n'attache pas. Je le vois, je l'entends encore dans l'air. Ta plume d'argent a dessiné le passage. Le puits t'a reconnu, c'est ainsi que la lande aime être comprise. » Isée osa caresser la joue de pierre, qui était chaude comme une pierre restée au soleil. Dans ses doigts, la plume vibrait encore, mais d'une vibration apaisée. Elle se souvenait de la veilleuse des marées, de sa flamme qui palpitait au rythme de la mer. Une pensée naquit, claire et nette. Si la veilleuse existait ici, c'était pour que quelqu'un l'allume, la ravive, la confie à d'autres yeux. La promesse à Méline, ce n'était pas seulement l'eau, c'était ce geste de lumière transmis. Je promets de rapporter l'eau claire et un éclat de veilleuse, pas pour moi, mais pour le village, dit-elle à voix haute, pour que la lande entende et se souvienne. Le vent, qui aimait répéter les belles phrases, souffla doucement. « Tiens ta promesse, et la lande tiendra les siennes. » La marée, maintenant envoyait des odeurs d'huîtres et d'algues qui donnaient faim. Le chemin était net dans le cœur d'Isée, même s'il restait invisible aux pieds. Elle fit quelques pas, puis se retourna. Le bélier, qui reprenait sa posture de gardien éveillé, la regardait avec une fierté tranquille. Elle remarqua sur une touffe de bruyère un éclat qu'elle n'avait pas vu à l'aller, une petite graine, plus brillante qu'une perle, posée là comme un poids de papier. Elle la prit. La graine était chaude et un micro-souffle semblait tourner dans son ventre. Peut-être que c'était une graine d'aube, une graine qui, plantée, donnerait une fleur qui se lève avec le jour pour éviter la nuit trop lourde. Isée la glissa dans sa poche, derrière la gourde pleine. Le ciel était passé au bleu profond. Au loin, la veilleuse des marées avait gagné en lueur,
On aurait dit qu'elle avait pris confiance, elle aussi. En suivant la couture invisible, Isée trouva non une route, mais une série de marques qu'elle n'aurait su expliquer. L'ombre plus fraîche d'une pierre, le bruit plus clair d'un ruisseau, le froissement d'un buisson. Le monde lui avait donné un alphabet, elle le lisait en prenant son temps. Elle pensa à Milo. Elle lui voyait déjà les yeux s'agrandir, puis le sourire. Elle pensa au voisin fanfaron, à ses phrases trop lourdes. Elle n'avait pas de revanche à prendre, seulement l'envie d'allumer un petit feu calme sur la table du village. Elle marcha encore une longue demi-heure. Le soleil descendait, mais la lumière devenait paradoxalement plus simple. À chaque pas, une idée prenait chair. Le courage d'être différent n'était pas un cri, mais une respiration tenue. Elle retrouva la limite entre la lande et le village sans heurts. Les maisons sorties de la brume attendaient, comme des chats sur le pas des portes. On sentait la soupe et le sel, le linge propre et la corde goudronnée. Méline tricotait sur le banc et, en voyant sa petite fille, elle posa son ouvrage, pas par surprise, mais comme si le fil arrivait naturellement au bout. Le vieux Guirec, qui gardait les clés de la chapelle et savait connaître l'heure en regardant la mer, avança d'un pas sec. « La lande chante autrement aujourd'hui, dit-il. Et cette chanson-là, je la connaissais enfant. C'est bon signe. » Milo surgit du côté de l'abreuvoir, les joues rouges. « Tu as réussi? Tu n'as pas tout oublié là-bas ?» demanda-t-il, mi-inquiet, mi-ébloui, en se hissant sur le bout des pieds. « Oui, grâce au vent, à la plume et à l'oreille qui écoute, » répondit Isée, et elle sortit doucement la gourde et la graine de sa poche. « Voici de l'eau claire du puits de la lande, et ceci, une graine d'aube. Nous la planterons là où le village a besoin de se lever plus tôt dans son courage. » Méline prit la gourde sans trembler. Elle en renifla l'odeur, puis mouilla son doigt, le posa sur sa langue. Ses yeux se remplirent d'une douceur humide. « Tu as tenu ta promesse, dit-elle, la voix basse et pleine, et tu en as ramené d'autres que je ne savais pas te demander. » Le voisin fanfaron regardait de biais, la casquette dans les mains. Sa bouche chercha une moquerie, mais n'en trouva pas. Il eut un bâillement, pas de fatigue, mais de soulagement. Une poignée d'enfants attirés par le murmure se pressaient. Les grands, eux, restaient un peu en retrait, par pudeur, mais leurs oreilles livraient qu'ils entendaient tout. Isée sortit la plume d'argent, elle la tint à la lumière, sans exhiber, sans frimer. La plume prit un éclat doux, comme celui d'une lune prise dans le lait. Alors, au-dessus du port, un courlis descendit en une courbe nette et vint se poser sur le poteau le plus proche. Il inclina la tête. On ne lui dit rien, mais tout fut clair. La plume n'était pas un bijou à posséder, c'était un passage prêté. Isée leva la main, et la plume migra d'elle à l'oiseau, de l'argenterie d'enfant à l'outil d'un vol. Le courlis la prit dans son bec, et un instant, tous virent ou crurent voir la plume se fondre dans son aile, comme si elle n'avait fait que rentrer à la maison. Et je la tiendrai encore, ma promesse, dit Isée, non pour la plume, mais pour ce que la lande m'a mis entre les côtes. Ne pas garder pour moi ce qui éclaire. La veilleuse des marées, je l'ai vue. Nous pouvons en allumer l'écho ici. Le vieux Guirec tapa du pied sur le plancher de l'acheter. La vieille lampe du quai, celle qui ne savait plus étinceler, on peut la nettoyer. On peut y mettre un morceau de clarté et la confier à une garde qui sait patienter. Ils se mirent au travail. Les gestes étaient simples et fermes. Ils lavèrent la lampe du quai, des coquilles et du sel. Ils trouvèrent une algue qui brillait doucement, un cadeau rarissime venu de la lande d'écume, d'une source inconnue de la main. Étonnamment, cette algue avait trouvé le chemin de la poche d'Isée, entre la gourde et la graine, sans qu'elle le sache. La lande, parfois, complète les promesses qu'on a faites. La lampe, une fois allumée, ne brûla personne et ne brûla pas la nuit. Elle la rassura. Sa lueur respirait avec la marée, comme la veilleuse des marées.
Les pêcheurs qui rentraient tard virent son salut doux. Les enfants qui avaient peur des ombres purent les regarder sans frissonner. Le lendemain, ils plantèrent la graine d'aube au bord du lavoir. Ils attendirent. La terre d'abord ne fit rien, comme souvent. Un matin, la brume restée très basse se laissa percer par une tige, fit bonjour avant de courir, puis monta, portant une petite fleur qui n'avait pas encore de couleur, puis une, puis plusieurs. Un blanc limpide, comme si le jour s'était arrêté. Là, on sourit sans vouloir l'expliquer. Personne n'écrivit sur la graine un mot trop long. On posa autour d'elle une petite clôture de ficelle qui disait seulement « Merci, reste avec nous ». Isée, depuis, continua d'écouter. Sa différence, on ne la discuta plus comme un défaut. On la respecta comme on respecte un chemin qui sait éviter les tourbières. Les soirs de vent, elle jouait de la flûte et le vent, de bon cœur, y glissait des devinettes qui n'avaient parfois pas besoin de réponse. Les enfants venaient lui demander « Raconte !» et elle le faisait sans se faire prier. Elle n'expliquait pas tout, elle racontait. Ce qui n'est pas pareil. Elle prenait le mot « espérance », le posait au milieu comme une lampe, et chacun voyait sa propre table autour. La lande d'écume resta là, comme une grande bête endormie qui sourit quand on prononce son nom. Le bélier, on l'apercevait parfois, silhouette immobile qui regardait les nuages. Éveillé ou pas, on ne savait. Parfois, l'après-midi, Isée allait s'asseoir à la limite des bruyères. Elle disait bonjour à la veilleuse des marées, qui répondait d'une palpitation bleue. Elle se souvenait de ce moment où l'histoire s'était renversée, quand le gardien s'était endormi et que, pour lui, elle avait veillé. Elle se souvenait de la plume d'argent et du courlis qu'il avait emporté. Et elle n'éprouvait pas le manque. Tout ce qui compte doit circuler. Un soir, Méline lui confia son écharpe de pêcheur. Elle y glissa à son tour un objet invisible, rien qu'une parole tenue, la plus belle des pierres. Isée sut alors que sa promesse n'était pas seulement un acte passé, mais un chemin à vivre. Elle la porta comme une veilleuse intérieure, douce et claire qui fait reculer la peur, sans faire d'ombre aux autres lumières. Et quand elle fermait les yeux, elle entendait le vent qui riait un peu, content d'avoir été nommé sans être enfermé, content d'avoir soufflé sur une petite flamme pour la faire grandir sur les visages. Dans le village, on apprit à se dire les uns aux autres des devinettes qui ne blessaient pas. On apprit aussi le soir, si la peur voulait jouer au plus fort, à la regarder en face, avec une petite lanterne bleue entre les mains. Les enfants grandirent avec des oreilles d'aube. Et si l'un d'eux se sentait trop différent, Isée lui disait, assise au coin du feu, avec cette façon d'adoucir les angles des syllabes, « Être comme toi, c'est une chance que le monde attend. Il a besoin de ta manière d'entendre. Tiens ta promesse à toi-même et les chemins se feront. Le vent te l'apprendra. » Alors on se couchait sans lourdeur, la tête pleine de bruyères et de marées, et les rêves avaient des ailes argentées, non pour fuir, mais pour revenir, fidèles, comme une promesse tenue. Je vous souhaite une douce nuit, remplie de jolis rêves. Demain matin, vous vous réveillerez en pleine forme, heureuse de cette journée qui commence. Très belle nuit à vous. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Namasté.